Merci de choisir notre antenne pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Après l'incendie déclaré au poste de très haute tension de Diri, mardi dernier, le directeur général de Énergie électrique du Congo, en véritable chef de terrain, a galvanisé ses troupes pour la réhabilitation de ces installations. Et puis l'hôpital de l'amitié sino-congolaise du 7e arrondissement Filou vient de recevoir un don de médicaments de la Chine. Enfin, 8 ans déjà que disparaissait l'artiste musicien Papa Wemba, la star de la rumba congolaise. Vous suivez son évocation dans ce journal. Vous faites bien de nous rejoindre, mesdames et messieurs, pour vous informer à l'instant le déroulé de ce journal. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi au poste très haute tension du Diri de la Société Énergie électrique du Congo, causant des pertes considérables des équipements de cette société. Après le travail réalisé par les sapeurs-pompiers pour maîtriser le foyer de feu, tôt ce mercredi, le directeur général de KRC, en véritable timonier, a galvanisé ses troupes pour la réhabilitation des installations avariées dans un délai raisonnable. Images et commentaires avec Armel Christian Zingamiogo. Des cellules, des câbles, bref, l'ensemble des équipements de la salle de commande 20 000 kV du poste très haute tension de Diri, parti en fumée après un incendie déclaré dans la nuit du 23 avril 2024. Vers minuit, nous avons donc senti l'incendie déclenché au niveau de la salle des cellules 20 kV. Ça s'est passé vers 1h du matin. Et du premier abord, on nous dit qu'à Mikalou, le départ au CT, où les câbles aujourd'hui se retrouvent maintenant dans une parcelle de quelqu'un, et ces câbles-là ont dû créer un défaut homopolaire qui est remonté jusqu'au poste ici, et le départ au CT, donc c'est la cellule qui a pris feu. Et le feu a donc entraîné également d'autres cellules, 20 kV. Comme les cellules ont brûlé, les câbles sont sous les cellules. Il y a eu des câbles aussi, 30 000, 20 000, puisque tout passe dans ces caniveaux-là qui ont pris feu. Afin de remédier rapidement à cette situation, pour reprendre en main la desserte de certains quartiers nord de Brazzaville, manœuvres, ouvriers et ingénieurs de la Société électrique du Congo sont à pied d'œuvre sous la direction de l'ingénieur Jean-Bruno Dangado. Pour plus de dynamisme, les équipes ont été éclatées en groupes de travail, chacune face à une tâche. Nous commençons par dégager les cellules qui ont été touchées par l'incendie. Nous checkons les autres cellules qui n'ont pas été touchées. On les vérifie pour voir leur qualité, si c'est encore en bon état. Et c'est les cellules qu'on va utiliser, ceux qui ne sont plus en bon état, et on les dégage. Une fois qu'on a fait ce travail, il y a une autre équipe qui s'occupe des câbles, qui essaie de vérifier les câbles qui ont été touchés, les repérer et chercher aussi à réhabiliter ces câbles-là. Et une autre équipe qui va voir les protections de chaque cellule qu'on va maintenant utiliser parce qu'il y a eu la chaleur et tout ça, le feu. Donc il faut tout revoir. Ensuite, on va voir le circuit du courant continu qui alimente les cellules. Une fois que tout ce travail-là est fait, et nous essayons maintenant de regarder filière par filière et on tente donc de réalimenter donc les deux autres transformateurs-là pour alimenter. Conscient du désagrément que cette situation devra causer, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo sollicite l'indulgence des populations durant le déroulement des travaux. Là, dans certains quartiers, notamment les quartiers nord de Brazzaville, Talanga et Mikalou, Kitele, les gens sont privés d'électricité. Je sollicite leur indulgence, que nous sommes à pied d'œuvre, on est en train de travailler et on les rassure que dans quelques jours, ça va revenir à la normale. Il s'y est de noter qu'un cas similaire s'est produit il y a de cela plus de 2 ans dans ce même poste et la réponse de KRC était de taille.
L'actualité, c'est aussi l'hôpital de l'amitié sino-congolaise du 7e arrondissement Filou qui vient de recevoir un don de médicaments pour continuer d'assurer ses soins de qualité aux patients. Ce geste salutaire accompli ce mercredi est à mettre à l'actif de la Chine. C'est le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, qui a réceptionné symboliquement ce don des mains de l'ambassadrice de la République populaire de Chine au Congo, Liane. Bruno Ndongo Kanga et Var Mungondo pour plus de détails. Ce don composé des médicaments et des équipements médicaux vient renforcer le système médico-technique de cet hôpital du 7e arrondissement de Brazzaville, fruit de la coopération sino-congolaise. Évalué en millions de francs CFA, ce énième geste de la Chine envers la République du Congo est un offre de soulagement pour le gestionnaire de cette structure sanitaire qui promet d'ailleurs d'en faire bon usage. Ce don est suffisant, par exemple, pour tenir pendant 1 mois, 2 mois. Voyez-vous? Et donc, c'est à partir de 2 mois que nous allons commencer encore à acheter, avec bien sûr l'argent que nous aurons recouvré. Donc, c'est un ouf de soulagement. Vous prenez par exemple le cas de la table opératoire. La table opératoire coûte près de 5 millions. Donc ça fait des gros équipements que la Chine nous offre. Les automates, c'est 2 millions et plus. Nous en avons reçu 3, voyez-vous. Donc c'est un don important pour nous. L'acte de remise de ce don a été entériné par Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, et Liane, ambassadeur de Chine au Congo. Les relations de coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine sont vieilles de 60 ans. C'est depuis 1967 que les deux pays entretiennent des relations de coopération médicale. L'adhésion de s'acquitter du devoir citoyen et patriotique auprès de certains cadres de la République suscite toujours leur engouement en déclarant leur conflit d'intérêts. Ce mercredi, ces hauts cadres de l'État ont encore répondu à l'appel de cette institution de lutte contre la corruption. Irma Oko et Aude-Varès Dabira. La lutte contre la corruption passe par plusieurs mécanismes, parmi lesquels la déclaration des conflits d'intérêts initiée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Cette opération, depuis son lancement, suscite de l'engouement auprès des personnes ciblées. Ce mercredi, les responsables de certaines institutions, quelques membres du gouvernement, dont Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé, Jean-Luc Mountou, en charge de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et le Premier ministre Anatole Koliné Makosso ont répondu à l'invitation de la HALC pour souscrire à cette opération avant-gardiste. Je suis heureux de me trouver avec le président de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption qui, depuis qu'il est nommé à ses hautes fonctions, ne cesse de sillonner non seulement la République du Congo, tout le territoire dans son ensemble, mais également à l'international. Tout cela pour lancer un signal fort. Un signal à toutes les personnes, à toutes les nations civilisées qui nous regardent, que nous aussi, nous entrons et allons appartenir à la même cour, celle des grands. À l'instar de ce que nous avons déjà réalisé lorsque nous avons pris nos fonctions en 2021 auprès du président de la Cour suprême, puisque nous avions fait la déclaration de patrimoine, cette même disposition existe en ce qui concerne la notion de conflit d'intérêts. Et c'est cela que nous venons de poser comme acte aujourd'hui. Et je pense que c'est une chose qui est tout à fait saine pour tout ce qui concerne les questions de bonne gouvernance, de transparence et surtout de bon fonctionnement de nos institutions. C'est un devoir citoyen, c'est une responsabilité pour chacun d'entre nous dans notre pays à ce niveau de responsabilité pour pouvoir procéder à cette démarche. Et nous l'avons fait dans le cadre évidemment de la lutte contre les conflits d'intérêts qui peuvent surgir à tout moment dans nos différentes administrations et pour faire en sorte qu'ensemble nous puissions évidemment contribuer à la lutte contre la corruption dans notre pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, après avoir accompli son devoir, n'a pas manqué d'exhorter les autres personnalités à faire de même pour la bonne marche de la République. Inviter l'ensemble de nos compatriotes, investir des charges publiques, de venir accomplir ce devoir
Parce qu'on a toujours tendance à penser que cela n'est que le charge publique. Investit des missions de service public qui devraient se mettre à l'abri de tout soupçon en venant simplement, après avoir déclaré par exemple son patrimoine, mais se faire enregistrer pour essayer de se mettre à l'abri de toute accusation, de toute imputation ou de réel, qu'il soit potentiel, qu'il soit apparent. Les modalités fixant la prévention et la gestion des conflits d'intérêts sont tirées des dispositions du décret du 3 août 2022. La suite de ce journal est rendons-nous dans le département de Pointe-Noire où l'association des jeunes leaders a lancé samedi dernier le chantier national de la jeunesse. C'est le président de cette plateforme, Richard Sapou, qui a ouvert les travaux de ce chantier reparti en 3 panels. Jean-Pierre Février et Kevin Lemboussou signent ce reportage. Se référant à l'année 2024, décrétée par le président Denis Sassou Nguesso, année de la jeunesse, l'association des jeunes leaders a lancé officiellement le samedi 20 avril 2024 à Pointe-Noire le chantier national de la jeunesse. Un chantier revisitant les 17 objectifs de développement durable ODD. Ouvrant les travaux, le président de la plateforme AGL, Richard Sapou, a rendu un hommage déférent à la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Evelyne Tchétchelé, dans la réalisation de ce projet. 3 thèmes ont soutenu le lancement de cette cérémonie avec des exposés ressources des panélistes ayant captivé l'attention des leaders d'opinion et associatifs sur les enjeux de ce chantier et les attentes de la jeunesse. Chacun de nous a des objectifs, ça c'est clair. On ne peut pas envisager une vie sans pourtant qu'on se fixe des objectifs. Et ici, il s'agit des objectifs, mais alors qui ont été fixés à un niveau plus élevé. Au sommet mondial sur le développement durable du 27 septembre, les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté un nouveau programme de développement durable pour mettre fin, voyez-vous, à la pauvreté et lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique, et ce, à l'horizon 2030. Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, moral et social, qui ne consiste pas seulement de l'absence de la maladie ou de l'infirmité. Dans cette définition de la santé, selon l'OMS, nous avons un grand éventail d'opportunités pour la réussite de nos jeunes. Cette plateforme, l'AGL, par cette initiative, Chantier national de la jeunesse, va pouvoir accompagner cette vision du président de la République en amenant les jeunes Congolais à prendre conscience de leur avenir afin d'avoir véritablement une vie de progrès. Le secrétaire général de l'AGL sur l'intérêt des assises de Pointe-Noire. La particularité, effectivement, c'était de présenter les projets, les différentes activités que nous allons réaliser d'ici peu de temps. AGL est une plateforme de manière générale. Nous regroupons un certain nombre d'associations et c'était donc de leur présenter ce que nous voulons réaliser avec eux. Une cérémonie marquée par un échange de vues entre les panélistes et l'assistance et la remise symbolique des diplômes à un échantillon de participants. Et puis, dans l'autre volet de l'information, c'est le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui appelle toutes les composantes de la société à jouer leur partition dans l'éducation civique des jeunes et la lutte contre la délinquance juvénile au Congo. C'était à l'occasion de la clôture de la 2e session extraordinaire de cette chambre basse du Parlement, au cours de laquelle 5 projets de loi ont été adoptés, dont un portant création de l'Agence nationale de réinsertion sociale et d'éducation civique qui sera implantée à Brazzaville. Léonine Soumou et Evrar Mungundu.
Les élus du peuple ont, au terme de 14 jours de travaux, adopté les 5 projets de loi soumis à l'examen, dont 4 relatifs au contrat d'approbation des permis de production pétrolière et un portant création de l'Agence nationale de réinsertion sociale et d'éducation civique qui sera implantée à Brazzaville. Cet établissement public à caractère administratif, jouissant d'une autonomie financière, a entre autres mission d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques du gouvernement en matière de prise en charge des jeunes désocialisés et d'assurer la coordination des centres d'insertion et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. D'où l'interpellation du président de l'Assemblée nationale aux différentes organisations de lutte contre la délinquance juvénile à jouer leur partition. En cette année dédiée à la jeunesse, cette loi va participer à la mise en place d'une politique cohérente de prévention, de répression et de prise en charge des jeunes Congolais. Il reviendra à l'État, aux partis politiques, aux confessions religieuses, aux associations, aux organisations non gouvernementales et aux familles d'éradiquer ensemble le phénomène lié à la délinquance juvénile dès lors qu'il s'agit d'un phénomène sociétal. Toutes ces composantes de notre société devraient apporter aux jeunes, chacune en ce qui la concerne, les valeurs civiques, citoyennes, la formation qualifiante, ainsi que l'accompagnement indispensable à l'éclosion des projets d'insertion professionnelle. Parlons des 4 projets de loi relatifs au contrat d'approbation des permis de production pétrolière qui visent à renflouer les recettes de l'État en vue du financement du PND 2022-2026. Isidore Mvouba a rappelé la nécessité de la diversification économique que prône le chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'exprimer son indignation face à la montée des crimes, notamment les douloureux événements de Ouesso où une jeune fille a été kidnappée, abusée et tuée atrocement, et celui d'un amant jaloux qui a frappé à mort sa conjointe à Igné dans le département du Poul. Rappelons que cette session extraordinaire a été ouverte le 11 avril dernier sur la demande du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS, a organisé ce mercredi par l'entremise de son secrétaire général, Julien Makundi Tibinda, une conférence de presse sur des questions relatives au fonctionnement de ce parti. Les détails dans ce reportage de Demontes Mavungu et Héritier Itoa. Le secrétaire général du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS en abrégé, Julien Makundi Tibinda, a conféré ce mercredi 24 avril 2024 avec la presse locale de Pointe-Noire. Cette rencontre tenue au siège interdépartemental de ce parti de la majorité présidentielle a porté sur quelques informations importantes liées à l'organisation très prochaine sur toute l'étendue du territoire national des conventions fédérales suivies des sessions des conseils fédéraux et des sessions ordinaires du bureau politique du comité directeur. Tout ceci au mois de juillet et août 2024. Une marge de 2 mois pour préparer la collecte de fonds en vue d'une bonne réussite de ces assises. Les questions des chevaliers de la plume et du micro tournaient autour de la santé du parti de feu Jean-Pierre Tisser-Chikaya, mais aussi des rapports de ce parti avec le Parti congolais du travail. Le secrétaire général répondant à la presse. Le RDPS se porte bien. Il respecte la périodicité de ce congrès. Nous étions en 2015. En 2020, s'est tenu notre dernier congrès. Le quinquennat est respecté. Les structures du parti sont en place. Même quand on parle des mandats qui auraient excédé leur durée, il y a des clauses textuelles qui régulent ce genre de cas. Et cela ne pouvait poser aucun problème dans le fonctionnement du parti. Vous conviendrez avec moi que l'exécution d'un ouvrage, sinon en ce qui nous concerne la gestion quotidienne d'un parti politique, peut faire ressortir des écarts entre les projections, donc les activités programmées et leur réalisation. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le camarade Jean-Marc Tisser-Chikaya, président du
du parti animant la coordination nationale, entouré de tous les autres camarades, s'emploie à endiguer ces quelques errements. Vous savez que chaque jour, avec le temps qui passe, l'exercice et la pratique quotidienne font bonifier les acteurs dans leur conception et dans leur animation des activités du parti. Julien Makundi Tshibinda a tout aussi exhorté au travail les responsables des structures intermédiaires de base et l'ensemble des militants du parti. Le RDPS doit se remettre au travail pour retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Et nous sommes tous concernés, du dernier militant au président du parti, pas en se focalisant sur des incriminations dénuées de tout fondement. La jeunesse du RDPS, travaillant en toute harmonie avec la coordination nationale, a présenté dernièrement au parti un rapport de préoccupation de la jeunesse qui a été envoyé au gouvernement en cette année dédiée à la jeunesse. Les Panthères de l'Académie de football études ACAFET en sigle de Ngania, sacrée championne à l'issue de la finale du championnat départemental des plateaux de football. Ce en battant le club athlétique Renaissance Eglonkara par un score étriqué d'1-0. Le point avec Vincent de Paul Koubemba et Henri Mavambo. C'est un jour de liesse qui traduit le parcours et le jeu des Panthères de l'Académie de football études ACAFET au championnat départemental des plateaux de football. Au cours de cette finale contre le club athlétique Renaissance Eglonkara, les jeunes de la CAFET ont fait l'essentiel en inscrivant le seul et unique but de la rencontre par l'entremise de Karim Moukassa. Après cette victoire historique à l'issue de cette finale, les Panthères sont allés présenter leur trophée au président du conseil d'administration de l'Académie de football études, le général Paul-Victor Mouani. Ce dernier n'a pas manqué de congratuler le staff technique, les encadreurs et ses pionniers appelés à assurer la relève du football congolais. Ils ont dit, oui, nous allons nous inscrire à la CAFET et nous allons nous former à la CAFET parce qu'on est sûr qu'on y arrivera. Ils ont accepté de venir dans la forêt de Ngania parce qu'ils ont cru le projet que le grand-père est en train de porter. C'est sûr que à travers ce projet, nous allons réussir. Alors vraiment bravo pour les enfants. J'ai dit le monde ce n'est pas seulement les enfants, mais aussi et surtout une équipe technique constituée d'abord par les encadreurs, les coachs, comme nous les appelons. Eux aussi, qui ont cru en ce rêve. Et ils sont partis de Brazzaville. Parfois même au-delà de Brazzaville, un peu plus loin. Et donc, cet encadrement technique, ces techniciens du ballon rond, du football, ils sont vraiment à féliciter. Je vous demande de les applaudir très fort. Cette victoire ouvre la porte de la Coupe du Congo au pensionnaire de la CAFET, Jean-Jacques Ndomba, dit le géomètre de Ngania Tsongo, dans les départements des plateaux. Il avait quitté la terre des hommes sur la scène du festival de musique urbaine d'Anoumaba, Fumea en sigle à Abidjan en Côte d'Ivoire le 24 avril 2016. Lui, c'est l'artiste de talent Papa Wemba qui s'est fait illustrer comme monument incontournable de la musique africaine avec son célèbre groupe Viva la Musica. Suivez cette évocation de Mon Désir Maïngidi et Vincent de Paul Koubemba. Chef coutumier du village Molokai, Papa Wemba, de son vrai nom, Jules Chungu Wembadio Penekikumba, est né le 14 juin 1949 à Lubefou, dans la province de Sankourou, en République démocratique du Congo. En 1969, il est cofondateur de l'orchestre Zaiko Langa Langa, ensemble avec Jossar Nyokalongo et Voloko Joker. Il quitte le groupe en 1974 pour fonder Isifi Lokole, en compagnie de Félix Manouakou, puis Yoka Lokole avec pour coéquipier
Mavuela Somo et Mbuta Machakado. En 1977, il fonde Viva la Musica. De ce groupe sortira des artistes de renommée comme King Kester Emene Nkwamambu, Dido Yongo, Eredi Amici et autres. Au début des années 80, Papa Wemba, l'un des représentants les plus célèbres du mouvement de la SAP aux côtés de Jacques Moulele, Souri Kacharel et Sodios Sengola. Moi, j'ai chanté avec Papa Wemba au cycle d'hiver, oui. Pour donner le tempo, c'était bien moi. Je parle là sous contrôle de tous les anciens Parisiens. Mes amis, les Souri Kacharel et tout ça, ils étaient là. Donc c'est moi qui ai donné le tempo de Matebou à Papa Wemba. En 1986, il s'installe en France et débute sa carrière dans le cinéma. En 1994, l'album Émotion sera plébiscité disque d'or aux États-Unis d'Amérique. En 50 ans de carrière musicale, le maître d'école, Papa Wemba, a réalisé 13 albums. Il s'est éteint le 24 avril 2016 à l'âge de 66 ans en Côte d'Ivoire après une prestation historique sur le podium du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA en sigle, dont le promoteur est à Salfou. Et puis le lancement officiel de l'exploitation de phosphate à Inda dans le département du Kwilu interviendra au mois de mai 2025. La nouvelle a été annoncée ce mercredi à Denis Sassou Nguesso par Patrice Motsepe, président du groupe africain Rehoboth Mineral. Les précisions avec nos confrères de la presse présidentielle. Patrice Motsepe ce mercredi à la résidence du Plateau, ce n'est pas pour parler au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso de football, en sa qualité de président de la CAF, Confédération africaine de football, mais plutôt de mine, plus précisément du projet d'extraction de phosphate à Inda dans le département du Kwilu. Dans sa veste de président du groupe African Rainbow Minerals, dont Komiko est l'un des démembrements, Patrice Motsepe est venu rassurer le président Denis Sassou Nguesso du lancement effectif du projet en mai 2025. Nous avons de nombreux engagements, nous avons beaucoup de responsabilités et aujourd'hui notre rencontre a été essentiellement de venir faire un rapport au président concernant notre projet pour lequel nous allons lancer l'usine d'ici mai de l'année prochaine. Le projet d'extraction de phosphate contribuera à résorber le chômage, un des fléaux qui frappe la jeunesse. Des centaines d'emplois vont être créés, a indiqué Patrice Motsepe. Il s'agit d'un projet très excitant pour nous, pour lequel nous allons faire des investissements significatifs. Nous allons créer des centaines d'emplois. Nous avons prévu aussi de revenir en septembre pour faire un rapport d'étape à son Excellence par rapport aux avancées qui auront pu être faites. On voudrait aussi saisir l'occasion pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président, pour être une source d'inspiration et aussi pour son engagement à vouloir améliorer les conditions de vie de ces populations. Nous remercions le gouvernement congolais qui nous accompagne et aussi les populations congolaises pour nous avoir accueillis. Le projet d'extraction de phosphate, une fois lancé, va accélérer la diversification de la base productive nationale, telle que voulue par les pouvoirs publics. Fin de cette session d'information. Merci à toute l'équipe technique et à l'ensemble de la rédaction. Mesdames et messieurs, restez en compagnie du programme de la DIA TV, la chaîne du bassin du Congo.